Chers compatriotes, au terme de cette épreuve que notre pays vient de passer, je l'espère, je souhaiterais, par la présente déclaration, exprimer la position de notre organisation, Initiative pour la paix, mais également ma propre opinion. Mais d'abord, commençons par les faits. Le 5 janvier 2025, me fondant sur la claire perception de sérieux troubles à l'horizon, j'avais mis en garde contre l'organisation de l'élection présidentielle dans les conditions courantes. Dans la certitude que le statu quo demeurerait jusqu'au 25 octobre, j'avais préconisé l'institution d'un dialogue national au fin de bâtir un consensus autour du principe du report des élections et la mise en place d'une transition républicaine inclusive avec pour objectif l'aplanissement de toutes les divergences et la réunion des conditions nécessaires pour une élection au lendemain paisible. Réaliste, je suis allé jusqu'à suggérer, dans la mesure où cette transition intervenait au cours du mandat du président de la République en exercice, que le principe soit arrêté, que le président Ouattara soit maintenu comme chef de l'État avec la nomination d'un gouvernement citoyen qui agirait sous l'autorité morale d'un comité de sages. Le 28 juillet 2025, par courrier à son intention, j'en ai saisi le président de la République avec insistance et prière d'y accorder la plus grande attention. Laquelle lettre a été du reste ouverte le 19 août 2025 pour prendre à témoin le peuple. J'en ai également saisi toutes les têtières des organisations traditionnelles et religieuses, et notamment le Conseil des rois et chefs traditionnels, l'archevêché d'Abidjan, la conférence épiscopale, le COSIM, le CNI et bien d'autres organisations. Tout le long de ces 10 derniers mois, je ne me suis donné aucun répit dans l'alerte et la conscientisation au danger de l'élection du 25 octobre. Hélas, ces nombreux efforts n'ont pu fléchir la position des autorités qui ont tenu à organiser les élections à l'échéance du 25 octobre. Ainsi, le 8 septembre, le Conseil constitutionnel a rendu publique la liste des candidats retenus pour l'élection du président de la République. Fait majeur, les candidats des principaux partis de l'opposition, ainsi que certains de la société civile, ont été écartés. À la même date, par décret présidentiel, le collège électoral a été convoqué pour le 25 octobre 2025 de 8h à 18h. Le 11 octobre, alors que s'ouvre officiellement la campagne électorale, l'opposition, nonobstant l'arrêté d'interdiction de M. le préfet d'Abidjan, tente de maintenir la marche à laquelle elle avait appelé pour ce jour une semaine plus tôt. La répression se fait sans ménagement. Plusieurs centaines de personnes sont arrêtées. Dès lors, éclatent à travers le pays des manifestations violemment réprimées. Très vite, l'épicentre des événements se déplace du sud au centre-ouest, en passant par la capitale politique au centre, où ils atteignent leur pic.
Bilan à ce stade déjà, 8 pertes en vie humaine. Le 25 octobre donc, jour du scrutin, c'est dans un pays sur pied de guerre et dans une atmosphère de terreur, avec des populations apeurées, que le scrutin, sous un impressionnant dispositif sécuritaire fort de 44 000 hommes armés, est organisé. Au bout d'une journée et d'une nuit effroyables qui tournèrent à l'affrontement et aux émeutes, dans une bonne partie du pays, et notamment dans le sud, le centre et le centre-ouest, où les affrontements prirent, hélas, une connotation tribale et ethnique, l'on dénombre une quinzaine de morts avec la triste palme à la sous-préfecture de Nayo, où l'horreur toucha à son comble. Le 26 octobre, l'opposition réunie au sein du Front commun a annoncé par un communiqué conjoint qu'elle ne reconnaîtrait pas les élections et a appelé à de nouvelles élections inclusives et crédibles, tout en appelant à la poursuite et à l'intensification des marches à travers le pays. Bilan général, à ce jour, au moins 23 morts, des centaines de blessés, d'énormes dégâts matériels et des milliers de personnes arrêtées. Nos observations. 1. Contrairement aux assurances du chef de l'État, l'élection n'a pu se dérouler sans violence, donc n'a pas été apaisée. Il y a eu des troubles et des morts, de nombreux morts. 2. L'élection s'est déroulée avec ferveur dans les zones du Nord, où les populations se sont mobilisées massivement, pendant que dans les zones du centre, de l'ouest, du centre-ouest, du sud, elles étaient empêchées et au mieux boudées. 3e constat. Il en revient en conséquence que pour les uns, il y a eu élection, quand pour les autres, il n'y a pas eu élection. Autre constat, l'élection débouche sur une crise politique. Un autre constat, la Côte d'Ivoire sort de cette épreuve encore plus divisée. Dernier constat, la Côte d'Ivoire sort de cette épreuve avec une image profondément assombrie, car les retours qui nous parviennent de l'extérieur ne sont pas les plus élogieux. Nos commentaires. Je veux, au nom d'Initiative pour la paix, d'abord m'incliner devant la mémoire des victimes et dire ma compassion et mes condoléances aux familles éplorées et à la nation. Je veux aussi adresser mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Cela dit, je souhaiterais soulever quelques interrogations fondamentales que je voudrais partager avec vous. Devrions-nous définitivement ériger les morts d'hommes en normes et principes sacro-saints pour le choix du président de la République? Devrions-nous nous accommoder aujourd'hui au XXIe siècle aux tueries et massacres des populations comme une normalité sacrificielle pour le choix de nos dirigeants? Comme l'on ne peut faire des omelettes sans casser les œufs, devrait-on comprendre qu'on ne peut faire les élections sans tuer des citoyens? Est-il acceptable au XXIe siècle, dans la Côte d'Ivoire moderne, dans un système dit démocratique, que nous regardions comme normal, comme banal, que des vies soient gratuitement ôtées pour le choix d'un dirigeant? Est-ce là la démocratie
ou là une particularité ivoirienne. Pour moi, le choix d'aucun dirigeant ne mérite la perte d'une vie humaine. Pour moi, une élection où il y a des tués, ce n'est pas une élection, c'est une guerre. Pour nous donc, avec 23 tués, il n'y a pas eu d'élection le 25 octobre. Il y a eu guerre. Il faut donc en tirer les conséquences et toutes les conséquences. Et bien sûr, en commençant d'abord par situer les responsabilités. Ensuite, identifier les causes et enfin proposer la thérapie. D'abord les responsabilités. En premier lieu, le chef de l'État. Il est le premier responsable de cette énième tragédie. D'abord parce qu'il était le président de la République, chef de l'État et garant de l'unité nationale et de la paix. Ensuite, parce qu'il n'ignorait pas la certitude de la survenance de ces événements contre lesquels je l'avais personnellement mis en garde. Vous en êtes témoin. Enfin, parce qu'il a délibérément choisi le passage en force, au mépris de tous les appels et supplications pour un dialogue. Il lui suffisait juste d'accepter le dialogue pour que cette situation soit évitée. Par ailleurs, je veux exprimer ma profonde indignation et ma vive préoccupation relativement à la malheureuse phrase du président candidat, demandant à ces partisans de bien, je le cite, surveiller vos quartiers, car les chiens pourraient passer. Mal compris, cette terrible phrase dont je veux croire qu'elle a dépassé la pensée du président a pu et peut être source d'étincelles en ces temps de fragilité sociale et produire des conséquences imprévisibles sur la cohésion sociale. Nul ne peut imaginer que celui qui a le devoir constitutionnel de garantir l'unité nationale s'identifie à une partie du peuple pour, de surcroît, animaliser une autre partie. Le président de la République, dans l'esprit de l'inspirateur de la Constitution qui institue la 7e République française, le général Charles de Gaulle, Constitution dont est inspirée la nôtre, pour ne pas en dire plus, eh bien le président de la République, dans cet esprit, ne saurait être confondu avec aucune fraction. Il doit appartenir à la nation tout entière, exprimer et servir le seul intérêt général. C'est pourquoi je demande humblement au président Alassane Ouattara de bien vouloir reprendre la parole pour lever tout équivoque en précisant sa pensée. Deuxième responsable, la classe politique. L'opposition politique porte elle aussi une part de responsabilité dans cette énième souffrance infligée au peuple. Une opposition toujours partagée entre la rupture et le confort du statu quo, le changement du système et les intérêts juteux, partisans et personnels dans le système. Une opposition à la stratégie scabreuse et à la communication inaudible, toujours dans l'incohérence, l'inconséquence, la contradiction et la dérobade. Une opposition qui n'a jamais su rester ferme sur les problèmes en général justes qu'elle pose. Cette attitude grégaire des partis politiques de l'opposition qui se refusent de payer le vrai prix du changement en restant accrochés aux délices du pouvoir fait d'elle, de fait, les alliés parfaits du pouvoir dans la gouvernance qu'elle dénonce. Une opposition qui dit non le matin et oui le soir. Une opposition qui affirme solennellement
en mondovision que dans les conditions courantes, l'opposition, même unie derrière un seul candidat, n'a aucune chance de gagner, mais qui, curieusement, se précipite à cette même élection, dans les mêmes conditions, expliquant que le changement est à portée de main. On est en droit de s'interroger sur la nature et la quantité de l'eau qui a coulé sous le pont. Une opposition qui dit ne pas reconnaître une élection, et donc le pouvoir qui en résulte, mais qui s'apprête à participer aux législatives organisées par le même pouvoir et dans les mêmes conditions décriées, en nous expliquant qu'elle rasirait à coup sûr tous les sièges, validant ainsi de fait le 4e mandat qu'elle a présenté comme une ligne rouge, et cela en enjambant les corps encore chauds des compatriotes tués pour la lutte contre le 4e mandat, sans oublier les milliers de prisonniers encore détenus dans nos prisons. Alors, soit le 4e mandat est une forfaiture inacceptable, et nous la combattons jusqu'au bout en nous refusant de l'adouber de quelque façon que ce soit, la lutte ici devenant vitale pour notre démocratie. Soit on peut faire avec, on peut s'y accommoder, et on l'explique clairement en évitant d'exposer le peuple à des souffrances supplémentaires inutiles. Auquel cas, il reviendra au peuple souverain d'en juger et d'en tirer les conséquences. Soit on estime que le découpage électoral actuel est une injustice faite au peuple, et on pose le problème, et on s'y arrête fermement pour obtenir la réparation avant toute autre législative. Soit on estime que ce n'est pas bien grave, et on y va sans pleurnicher après. Mes chers compatriotes, ne soyons pas naïfs. Le système est ainsi fait, et il est ainsi fait sciemment, justement, pour casser des luttes. Les législatives ont toujours été des tueuses de lutte. Elles sont un levier puissant dans le système pour valider en aval les forfaitures en amont. Elles ont tué la lutte contre la 3e République avec le front du refus. J'étais de la lutte. Elles ont tué la lutte contre le 3e mandat. Elles tueront dans ces conditions aussi la lutte contre le 4e mandat. Les luttes qui aboutissent ne sont pas celles que portent des individus ou des groupements privés, notamment des partis politiques, qui sont partie intégrante du système duquel ils tirent leur subsistance. Les luttes qui aboutissent, ce sont celles que porte le peuple lui-même. 3e responsable, les rois et chefs traditionnels. Le statut de roi et chef traditionnel dans la société africaine renvoie à la noblesse et à la dignité. Le chef dans la société africaine est une autorité d'abord morale au-dessus de la mairie. Une référence morale attachée à la vérité et à la justice. J'ai personnellement travaillé à la promotion de la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire, comme je le fais aujourd'hui encore à travers l'Afrique, dans le cadre du COPADA, l'organisation de la chefferie traditionnelle et son érection au rang d'institution de la République a toujours été au cœur de ma vision politique.
Elle figure en bonne place dans mon projet présidentiel de 2010 et 2015. Je dois avouer que je ne les ai pas vus occuper dans cette crise la position ni jouer le rôle que je leur prédestinais dans le contexte que nous vivons. Ils portent assurément une responsabilité importante dans le développement actuel. Les guides religieux. Les guides spirituels, autres piliers moraux de la société, auront quant à eux honoré pour certains leur statut. En multipliant, nous les avons vus, les interpellations directes et en donnant de la voix. Toutefois, je regrette qu'ils n'aient pas pu aller au-delà dans des démarches plus courageuses, plus ciblées et des propositions et suggestions plus concrètes pour arracher des consensus salutaires. Même si, en vertu du principe de la laïcité, leur posture est bien moins confortable que leurs homologues des chefs. À un degré moins, mais à certains égards, ils ont leur part de responsabilité. Enfin, les militants et autres idolâtres. Les militants aussi portent leur part de responsabilité. Eux qui, dans leur idolâtrie, à leur goût de leader, exécutent souvent sans discernement les mots d'ordre, oubliant qu'après tout, ils demeureront tous dans le même village, dans la même ville, dans le même pays. Passons maintenant aux causes. Si nous voulons prescrire une thérapie efficace aux sempiternelles crises dans notre pays, il nous faut d'abord faire un travail d'introspection profonde pour en identifier les causes et toutes les causes. D'abord les causes immédiates. Les causes immédiates sont connues. Ce sont les points de désaccord du moment. Aujourd'hui, elles ont pour nom exclusion de candidats, liste électorale contestée, organisateurs contestés, découpage électoral non conforme, etc. Également les causes lointaines. La cause lointaine de cette nouvelle crise n'est rien d'autre que la non-réalisation de la réconciliation nationale. Les divergences affichées, l'intransigeance et la radicalité de certaines postures, ainsi que bien d'autres incivilités et d'animosités en disent long sur les amertumes et les ressentiments accumulés tout le long de ces nombreuses années de crise. Toutes choses qui indiquent bien que le chantier de la réconciliation reste entier. Je le dis et je le répète depuis 24 ans. Aussi longtemps que nous n'aurions pas sacrifié au cataclysme national de la réconciliation nationale, nous pourrons continuer d'organiser nos phases électorales. Hélas, nous continuerons aussi de déplorer les tragédies et la souffrance du peuple. La cause profonde. Voilà 35 ans que tous les 5 ans, des élections multipartites sont organisées avec toujours le même sort. Crise électorale, fratricide, sur fond de contestation, des conditions et résultats. Les causes immédiates ont toujours été les mêmes. Exclusion, encore une fois, des candidats, liste électorale contestée, organisateurs contestés, etc. Et ce, sous tous les régimes qui se sont succédés. Donc sous Fouet-Boigny, sous Konabédié, sous Gueye-Robert, sous Gbagbo-Laurent et sous Alassane Ouattara aujourd'hui. En 1990, c'était la première élection multipartite, il y a eu crise avec 3 morts. C'était sous Houphouët-Boigny. En 1995, il y a eu crise avec 30 morts. C'était sous Henri Konabédié.
En 2000, il y a eu crise, 3000 morts, c'était sous Guy Robert. En 2010, il y a eu 3000 morts, sous Guy c'était 300 morts. 3000 morts en 2010, c'était sous le président Gbagbo. En 2020, il y a eu 87 morts, c'était sous Alassane Ouattara. Nous sommes en 2025, il y a crise. Il y a déjà à ce stade plus de 20 morts, nous dit-on. Les bilans officiels cumulés de cette crise électorale depuis 1990 se chiffrent officiellement à plus de 3445 morts. Ajoutez-y la rébellion décennale dont on n'a toujours pas de bilan et vous mesurerez l'ampleur de la situation. Réfléchissons un peu. Et si finalement le problème n'était pas essentiellement que les hommes? Et si le problème était fondamentalement d'ordre systémique? Et si le problème était le système? Avec Initiative pour la paix, mon organisation, en partenariat avec des organisations de la société civile africaine, je parcours depuis quelques années le continent de l'ouest à l'est et du nord au sud en passant par le centre pour travailler dans le cadre du colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique, en abrégé le COPADA, à l'étude des causes des multiples crises en Afrique et à la conception d'un modèle démocratique endogène pouvant garantir la paix, la stabilité et le développement de l'Afrique. Au stade actuel de nos travaux, il apparaît clairement que les racines des incessantes crises électorales sur le continent ne résident nulle part ailleurs que dans le système politique de nos pays. Un système généralement peu respectueux de nos réalités et qui devient par là même congénitalement conflictogène. La démocratie est universelle dans son principe. Toutefois, pour produire ses pleins effets, elle doit être adaptée, conceptualisée, tropicalisée pour ainsi dire, en fonction des spécificités culturelles de chaque société. Sur le plan national, les travaux conduits dans le même cadre sous la houlette du COPADA Côte d'Ivoire par notre panel d'experts des différentes sphères socio-culturelles de la Côte d'Ivoire sont formels sur la question. Au-delà des causes immédiates et lointaines qui sont des effets, la véritable cause, la cause principale, structurelle, est le système politique avec ses modes de désignation des dirigeants et de gouvernance. Le jeune JFK a dit quelque chose récemment qui a soulevé l'hilarité générale. Il a dit, nous ne sommes pas en démocratie. Il ne croyait peut-être pas si vrai dire, et pourtant, il disait la pure vérité. En vérité, nous ne sommes pas en démocratie en Côte d'Ivoire, comme dans du reste la quasi-totalité des pays africains. C'est juste surprenant de constater qu'il a juste suffi au jeune homme de 24 ans d'y mettre le pied pour s'en rendre compte, là où les dinosaures, avec leur longévité et expérience record, n'y voient jusque-là que du feu. Vous ne pouvez pas guérir un mal aussi longtemps que vous ne saurez pas le nommer. Aussi longtemps que nous nous bercerons d'illusions d'être dans un système démocratique et que nous continuerons sur cette base de jouer le jeu, nous demeurerons toujours le dindon de la farce. Le multipartisme n'est pas la démocratie. C'est juste la multiplication des potentiels partis-États.
Oui, Monsieur le Président Jean-François Kouassi, nous ne sommes pas en démocratie. Le système en vigueur dans notre pays est tout sauf démocratique. Un système dans lequel le peuple est dépouillé de son pouvoir au profit d'un individu, le président de la République, n'est pas un système démocratique. Un système dans lequel le président de la République, tel un monarque absolu, détient à lui tout seul l'exclusivité et la totalité de tous les pouvoirs, n'est pas un système démocratique. Un système dans lequel les pouvoirs législatifs et judiciaires sont sous l'autorité de l'exécutif n'est pas un système démocratique. Un système dans lequel les partis politiques, véritables sectes des temps modernes, usurpent le pouvoir du peuple et détournent à leur profit et pour leur seul intérêt les représentants de la nation, n'est pas un système démocratique. Un système dans lequel la fortune est constitutionnellement un critère d'éligibilité du choix des dirigeants n'est pas un système démocratique. Un système dans lequel les résultats sont connus, je pourrais ajouter, et publiés avant le vote n'est pas un système démocratique. Je suis désolé. Passons à la solution. La solution de sortie de crise, chers compatriotes. Il ne faut pas s'y tromper. Le calme sous la terreur ne doit pas nous faire oublier que le pays est à nouveau entré dans une autre crise sérieuse. Une crise politique, mais aussi une crise potentiellement sociale. Les ingrédients sont sous nos yeux. Dans le contexte sécuritaire sous-régional actuel, notre pays ne peut, je le répète, se permettre de laisser s'installer durablement la présente crise. Je l'ai toujours dit, il ne faut pas négliger les faibles commencements. La solution ne peut se trouver dès lors que sous l'arbre à palabre. C'est pourquoi j'en appelle à nouveau à la convocation urgente d'un dialogue national, réunissant toutes les forces vives de la nation à l'effet de bâtir un consensus national autour du meilleur cadre possible pour la redéfinition, la construction d'un nouveau contrat social, pour la réconciliation, la paix et la continuité de la glorieuse marche de la Côte d'Ivoire, notre chère patrie. Ce sera alors la parfaite occasion et le cadre idéal d'engager un diagnostic profond du système politique qui est le nôtre. À la lumière des résultats de sa pratique, le modèle démocratique en vigueur, le modèle dit démocratique en vigueur pour le choix de nos dirigeants et pour l'alternance au pouvoir appelle de toute urgence une nouvelle conception à l'aune de nos réalités sociologiques, culturelles, morales et spirituelles. Je tiens volontiers à la disposition de la République à cet effet. Nos études, nos propositions et même notre équipe d'experts au Panama. Merci. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.